Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce traité de coopération et d'intégration franco-allemand aura fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il a été signé le 22 janvier 2019 à Aix-la-Chapelle. Ce traité se veut une prolongation du traité de Versailles signé il y a 55 ans qui avait le plus bel objectif qui soit, celui de mettre fin à près d'un siècle de guerre entre les puissances françaises et allemandes. Les aspirations des peuples à la paix et à l'amitié étaient, à cette époque, immenses et s'imposaient aux gouvernants. Il suffit à ce propos d'écouter les textes prophétiques de Missak Manoukian en février 1944, quelques heures avant d'être fusillé, qui écrivait, je le cite, qu'au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. La paix et la réconciliation étaient la boussole du président de Gaulle et du chancelier Adenauer pour reconstruire un monde européen encore esseulé par la Seconde Guerre mondiale, par les fascismes et les totalitarismes qui ont ravagé le monde. Ce traité avait pour mission d'établir un rapprochement non pas tant entre les dirigeants qu'entre les peuples français et allemands qui avaient été lancés les uns contre les autres dans des guerres depuis des décennies. Pour ce rapprochement, ce qui a été mis en place, c'est simple, concret et d'une grande efficacité. C'était la valorisation et l'incitation de l'apprentissage des langues de l'autre pays, l'intensification des échanges scolaires, la création de l'Office franco-allemand de la jeunesse, ou encore la mise en avant des jumelages entre les villes de nos deux États, et on sait à quel point ça a été couronné de succès. L'esprit de ces années 60, c'était bien d'en finir avec les guerres sur le sol européen. Ce rapprochement est l'une des grandes contributions dans l'histoire à la culture de la paix. Cette culture devrait continuer à servir d'exemple car ces investissements ont été bien plus efficaces et durables pour la paix que les investissements dans du matériel militaire qui répond à l'imbécile adage qui nous incite à préparer la guerre si on veut la paix. Ce traité, donc, signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel en janvier, complétera le traité de Versailles de 1963 et crée 28 dispositions. Ces 28 dispositions sont bien loin de l'impulsion donnée par De Gaulle et Adenauer. Avant de les détailler, il faut revenir sur la question du couple franco-allemand. Ce traité va renforcer le noyau dur de l'Union européenne qui se construit à marche forcée, porté par la volonté de deux acteurs qui guideraient les 27 que compte notre Union. L'Union européenne à deux vitesses porte le risque en elle de précipiter la chute de cette construction qui place 25 membres sur le banc dans l'attente des décisions franco-allemandes. Cette convergence économique et réglementaire n'est pas positive également pour trois raisons. La première parce qu'elle favorise la concurrence et le dumping entre les deux économies françaises et allemandes. Ici, c'est l'amitié entre les trosses qui l'emporte sur l'amitié entre les peuples. La deuxième raison, c'est parce qu'en cas de désaccord franco-allemand, vous savez que c'est toute l'Union européenne qui en pâtira et que rien ne bougera, et que troisièmement, au sein du couple franco-allemand, c'est surtout l'Allemagne qui dirige, ce qui valide donc la suprématie du gouvernement allemand de fait sur l'Union européenne. Quelques exemples, les blocages du budget de la zone euro, la question énergétique tranchée en faveur du charbon en Allemagne, la question de l'engagement de l'Union européenne dans les négociations pour faire aboutir avec le Mercosur, et j'en passe. Tous ces sujets doivent être discutés à 27, un point c'est tout. Mais venons-en au fond du sujet, plusieurs graves dispositions entachent ce traité. Tout d'abord, le préambule rappelle les principes néolibéraux que nous rejetons et qui n'ont rien à faire dans un traité d'amitié entre deux États, notamment le rappel à l'attachement à la convergence des modèles sociaux et économiques des deux modèles et l'engagement des deux États pour une mondialisation ouverte. L'article 2, sous couvert de mettre en place une meilleure coordination, indique que les directives européennes seront transposées en coordination entre l'Allemagne et la France, ce qui est inquiétant lorsque l'on connaît l'opportunité avec laquelle certaines dispositions sont surtransposées pour favoriser les plus grandes entreprises ou tout simplement ceux qui ont fait le meilleur lobbying. Les articles 3, 4 et 6 sur la coopération en matière de défense sont également inquiétants à nos yeux. Premièrement, la France et l'Allemagne s'engagent à rapprocher leurs positions diplomatiques dans les institutions multilatérales comme les Nations Unies ou l'OTAN. Cela n'est certainement pas pour le meilleur quand on connaît les positions atlantistes de l'Allemagne. Deuxièmement, et c'est encore plus grave, le traité crée un groupe d'intervention militaire franco-allemand dont les contours ne sont pas indiqués. Combien de militaires, dans quel but, quel commandement, sous quelle bannière. D'ailleurs,
Au-delà même de toutes ces questions, la création d'une unité militaire dans un traité d'amitié n'a tout simplement, à nos yeux, pas sa place. Enfin, et plus généralement, il faudra souligner que les questions de défense européenne ou franco-allemande ne pourront jamais se résoudre tant que la diplomatie européenne sera inopérante. Car comment envisager une intervention militaire claire lorsqu'il n'y a pas d'accord diplomatique entre toutes les parties? L'article 13 donne la possibilité de déroger au droit national dans des zones transfrontalières, ce qui introduit une potentielle rupture d'égalité sur le sol français. Et donc, aucune réponse satisfaisante n'a été apportée sur ce sujet à nos questions, nombreuses jusqu'à là par les ministres qui ont été interrogés par notre groupe. L'article 20 vise à mettre en place une zone économique franco-allemande dotée de règles communes qui devra harmoniser les législations des deux pays, notamment sur le droit des affaires, et un conseil d'experts économiques sera mis en place. L'objectif de cette zone économique est de favoriser la compétitivité des économies, et tout est dit avec cette phrase. Ce ne sont pas les règles environnementales, ce ne sont pas les harmonisations sociales qui devront à terme primer, mais l'objectif de compétitivité. Dans tout ce traité, seuls 7 articles sur 28 promeuvent la coopération ou le rapprochement linguistique. C'est très léger, mais ça en dit long, comme je viens de l'expliquer, sur le but profond de ce nouveau texte. Pour conclure, les députés communistes qui se sont déjà prononcés contre ce texte en commission réitèrent leur inquiétude face à un texte qui ne respecte pas l'esprit de la réconciliation, ni même celui de la paix prononcé en 1963, mais qui consacre plutôt ce monde néolibéral, créateur d'inégalités, dont nous souffrons jour après jour et qui, par ailleurs, est à l'origine de la montée inquiétante sur le continent européen des nationalismes et des replis identitaires. Je vous remercie.